Oui, bon, voilà. C'est bon, Les Alexis, aléas. et à toi. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tendance Nomade, le live que j'ai le plaisir d'animer avec Olivier Chauveau, directeur de la publication de Tendance Nomade, et Michel Bensadoun, médecin, expert en événementiel et MICE. Tendance Nomade propose sur sa chaîne YouTube une série de lives sur des thématiques autour de la relance de nos métiers, événements et tourisme d'affaires. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder et nous tenons à vous remercier. Vous qui nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tendance Nomade. Olivier, tu es le directeur de la publication de Tendance Nomade. Je te laisse la parole. Merci Alexis. Bonjour et bienvenue donc sur Tendance Nomade de Live. Nous allons aujourd'hui aborder la thématique du transport aérien. Alors nous apprenons d'un côté la reprise des vols de certaines compagnies et d'un autre côté la fermeture de lignes et des menaces de licenciement massif dans ce secteur. Il était temps d'essayer d'y voir plus clair. Quel sera le paysage aérien de demain? Quelles compagnies auront-elles survécu à cette crise? Quelle autre compagnie risque-t-elle de disparaître? Quelles répercussions de cette crise de l'aérien sur le secteur du MICE et du tourisme d'affaires? Entre prospective et réalité du marché, nous avons donc 45 minutes à peu près devant nous pour faire un tour d'horizon avec nos experts sur ce sujet. Alexis, je te laisse la parole. À toi de jouer. Merci Olivier. Donc, une nouvelle chaîne web que nous pouvons retrouver en direct tous les jeudis à 15 h et en replay sur YouTube. N'oubliez pas de poser vos questions tout au long de l'émission. Alors, aujourd'hui, l'émission va se décomposer en deux parties. La première avec la question du jour, comme l'a évoqué Olivier, comment les compagnies aériennes envisagent-elles de reconquérir le marché du MICE et du tourisme d'affaires? Les compagnies aériennes sont à l'arrêt. Après 2 mois de confinement, Air France indique dans un communiqué de presse qu'elle compte reprendre progressivement ses vols d'ici fin juin et sous réserve de la levée des restrictions de voyage. Comment les compagnies aériennes réagissent face à la crise? Quelles mesures sanitaires vont être appliquées? Est-ce que nous allons voir les prix des billets d'avion augmenter? Autant de questions que nous allons nous poser lors de ce live. Eh bien, pour en débattre, nous avons avec nous aujourd'hui Julien Joly, consultant transport et voyage du cabinet de conseil Wavestone. Il nous fera un état de la situation actuelle, comment les compagnies aériennes réagissent face à la crise, quel est l'impact à court terme. Nous avons aussi Gilles Ménard, directeur de ProSky. Il nous fera part de ses réflexions. La deuxième partie, avec notre tour du monde, posera ses valises à Miami à la rencontre de Valérie Billet, directrice de Vibe Agency, agence DMC aux États-Unis, qui nous fera un bilan rapide sur la situation et nous indiquera aussi comment elle envisage l'avenir. Alors n'hésitez pas à poser des questions tout au long de l'émission, nous sommes en direct. Et je vais laisser la parole à Michel pour commencer. Merci Alexis. Alors moi, je vais essayer de faire un petit point à la fois sur la santé et puis sur le thème d'aujourd'hui qui est l'aérien. Alors je vais mettre tout le monde, ce sera plus simple. Voilà. Bon, c'est vrai que là, j'ai un retour son. Je sais pas qui. Je suis désolé. Hein, quelqu'un a peut-être mis un. Vous m'entendez bien? Très bien. Bon. Très bien, merci. On dirait que c'est parti. Donc Voilà. aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est évidemment de savoir quand est-ce que on va pouvoir vraiment reprendre. Est-ce qu'on va revenir à un état, je dirais, d'avant, entre guillemets, et qu'en est-il au niveau exactement de l'aérien? Alors, je pense qu'au niveau de l'aérien, bon, on peut déjà évacuer une question qui est au fond pas vraiment le problème. Est-ce que l'avion en soi est dangereux? Je pense que c'est vraiment pas l'endroit le plus dangereux. On sait que les cabines des avions modernes aujourd'hui recyclent complètement l'air dans la cabine en 3 minutes. Il y a des filtres qui enlèvent les virus. Donc très franchement, c'est pas le problème. Bon, le problème quand même continue à exister dans la partie confinement, c'est-à-dire éventuellement pendant les queues pour embarquer, et puis surtout avec les personnes qui sont juste à côté. Donc je pense qu'avec des mesures comme le port de masque, on doit pouvoir arriver à gérer ça. En fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est plus la circulation des personnes
qui pose problème. Aujourd'hui, l'épidémie en France, elle est quasiment en fin d'épidémie. Il y a à peu près 200 à 300 nouveaux cas quand même chaque jour, 2 à 300 nouvelles contaminations chaque jour. Mais dans le monde entier, il y en a encore à peu près 100 000 chaque jour. Donc ça reste quand même assez tendu. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les gens vont circuler, ça devient beaucoup plus compliqué de gérer les cas contacts, de remonter les chaînes de contamination. Les gens rentrent chez eux, il faut savoir où est-ce qu'ils sont allés, avec qui ils ont été, etc. C'est pour ça que je pense que les gouvernements aujourd'hui vraiment essayent de limiter au maximum, même au niveau de la France, parce qu'au fond, c'est pas vraiment les frontières qui sont le problème. Et donc, quand est-ce que ça va reprendre? Bon, évidemment, personne ne le sait, mais moi, j'ai quand même une note peut-être d'optimisme à donner. C'est que je pense quand même que l'épidémie devrait arriver à complètement se terminer d'ici le dernier trimestre. Et je pense qu'on va vite oublier les mesures que l'on a aujourd'hui, les mesures barrières. Voilà, je ne vais pas être trop long. Je termine sur cette note d'optimisme et on verra bien. Voilà. Je vous laisse la parole, Alexis. Merci Michel. Merci Michel, merci. Alors, en fait, pour donc démarrer notre thématique du jour sur l'aérien, nous avons donc Julien Joly. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes consultant transport et voyage au cabinet de conseil Wavestone. La crise du coronavirus a un impact sans précédent pour les compagnies aériennes et vous avez écrit un post très intéressant sur LinkedIn à ce sujet. Est-ce que, pour commencer, pouvez-vous nous faire un état des lieux sur ce sujet de l'aérien? Bien sûr, merci Alexis, bonjour à tous. Effectivement, la crise que nous traversons avec l'épidémie de coronavirus est d'une ampleur sans précédent pour le transport aérien. Donc sans précédent à plus d'un titre. L'impact tout d'abord, qui est global. C'est une pandémie, le coronavirus, qui touche toutes les régions du monde et tous les marchés. Pour donner quelques chiffres, c'est quand même 98% du secteur aérien qui est touché par la crise, ce qui représente à peu près 64% de la flotte mondiale qui est clouée au sol. Tais-toi, Claude. L'impact est aussi durable, on va le voir après, mais il ne se limite pas seulement aux 2 mois de confinement que nous avons connus. L'impact va se mesurer dans la durée, on pourra en parler. Et l'impact est également fort et sans précédent. Pour donner une comparaison, c'est un impact financier qui est 10 fois plus élevé que la crise que nous avions connue après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. D'accord. Et donc, du coup, c'est l'impact à court terme pour vous? Alors, l'impact à court terme pour les compagnies aériennes, c'est d'abord une crise de liquidité. C'est-à-dire qu'en Europe, les compagnies aériennes sont dans une situation pour la plupart fragile et elles l'étaient déjà avant la crise. Certaines compagnies s'en sortent mieux. On peut citer par exemple Ryanair et Wizz Air qui ont des trésoreries qui sont plus costauds que les autres compagnies aériennes. Pour l'ensemble du pavillon européen, c'est un petit peu dur. Il faut noter aussi que la crise, elle intervient à la sortie d'une saison qui est l'hiver et qui est une saison traditionnellement pauvre pour le transport aérien où il y a assez peu de réservations. Donc c'est vrai que les compagnies, au mois de mars, ont souvent aussi des liquidités un peu limitées. Oui, c'est vrai que d'ailleurs même dans un communiqué de presse, Air France prévoit de reprendre progressivement ses vols avec, c'est un programme de vol, je crois, qui représente 15% de la capacité déployée habituellement à cette période. Et du coup, comment vont se positionner des Transavia ou Hop? Alors, le cas de Transavia et Hop, il y a eu pas mal d'annonces faites ces derniers temps. Si on peut peut-être rappeler dans le contexte, donc c'est vrai que l'État français a contracté un prêt avec Air France à hauteur de 7 milliards d'euros en compensation de mesures environnementales, d'un engagement environnemental et aussi d'un plan d'économie qui devrait être engagé par Air France. Donc, de manière très concrète pour Hop, du coup, le plan de vol au niveau national de Hop va être réduit de 40%. Et on va avoir, je pense, un report des capacités via d'autres compagnies du groupe Air France, notamment Transavia, qui va se développer, je pense, dans les mois à venir, comme en témoigne l'ouverture de la base de Transavia à Montpellier dans les prochaines semaines, et aussi le déplafonnement qui avait été obtenu en accord avec la direction d'Air France. Le déplafonnement de la flotte de Transavia de 40 avions a été levé, donc, ce qui ouvre la porte aussi à un développement plus large de l'activité de Transavia. Ok. Je crois qu'Olivier, tu as une question à poser.
Olivier? Je vois plus Olivier. Bon, Olivier avait une question à poser, mais nous allons continuer en attendant qu'il se reconnecte. Aujourd'hui, les compagnies redémarrent donc dans des plans de vol. Est-ce que, à votre avis, et je pose la question d'ailleurs à Gilles aussi, alors j'en profite pour saluer Gilles Ménard. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de ProSky. Avant de continuer, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quel est votre métier? Oui, je suis un agent de voyage qui est spécialisé sur le transport des groupes et le transport des groupes soit en affrètement, c'est-à-dire la location d'avions entièrement dédiés pour des opérations, soit plus basiquement pour le transport sur vol régulier de groupes inférieurs. Alors l'affrètement, vous le prenez quand vous n'avez pas de place sur les vols réguliers ou parce que je veux partir à des dates qui n'existent pas. Allô? Je continue? Oui. Alors, juste parce que j'ai pas entendu, c'est pour ça qu'il y a eu un petit problème de son, mais tout va bien. Alors, donc, du coup, merci de cette petite précision. Aujourd'hui, je pose la question à toute la table virtuelle. Donc, les compagnies redémarrent donc des plans de vol. Allons-nous vers une augmentation du prix des billets d'avion, à votre avis? Moi, je peux vous donner mon point de vue. Hein. Oui. On a parlé de Air France qui met progressivement en ligne 15% de ses vols. Alors, remarquez que les destinations, c'est des destinations européennes ou des destinations majeures en long courrier. Et c'est un peu normal puisque ils cherchent à reprendre place sur un marché qui est plutôt rémunérateur avec une plutôt haute contribution. Hein, je parle de New York, je parle de Tokyo, je parle de Montréal. On a oublié des destinations légères parce qu'il n'y a pas de demande et parce que ça ne rapporte pas grand-chose, comme Cancun ou San José de Costa Rica. Donc là, on est déjà dans une reconquête progressive sur les marchés qui seront les plus rémunérateurs. En Europe, par exemple, le cas de Ljubljana, c'est un cas assez intéressant dans la mesure où ce n'est pas une grosse ville, mais c'est une ville qui est en déficit de desserte et où il y a un fort courant, un fort potentiel business. Donc là, ils vont positionner là où il va y avoir une demande qui sera moins liée à une organisation en chaîne comme celle du tourisme et des tour opérateurs, mais plutôt pour avoir du business travel. Et puis progressivement, on va voir, je pense, l'apparition de destinations qui seront plus mixtes au moment où ils seront suffisamment en forme pour pouvoir panacher à la fois la clientèle d'affaires et la clientèle des vols plus loisirs. On parle d'Air France, mais c'est la même chose pour les autres. D'accord. Et est-ce que justement par rapport à cette crise, nous avons comment dire, par rapport à la crise, est-ce que vous voyez un élan qui va vers, est-ce que vous ressentez peut-être pas tout de suite, mais un élan vers le tourisme d'affaires et des affrètements sur pour les petits comités de direction ou autre chose, d'entreprises qui préfèrent voyager en huis clos tout seul? Alors, jusqu'à présent, on a parlé des gros porteurs. On a parlé des aéroports comme ceux de Charles de Gaulle ou de Heathrow. Parce que c'est la comparaison qu'on peut avoir entre les vols réguliers et les vols pour des avions de 50 à 500 places. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une résurgence du voyage d'affaires parce que les affaires reprennent et on a le sentiment aussi un peu de vouloir rattraper le temps. L'aviation d'affaires, donc très clairement les avions qui sont basés au Bourget pour nous. Lorsque vous prenez un avion d'affaires, vous montez dans l'avion, vous partez, vous arrivez. Donc là, vous avez gagné déjà le temps. Donc c'est vrai que ce paramètre de gain de temps va être d'autant plus important que on en a perdu pendant 2 mois. Donc ça, c'est la première chose. Après, vous avez un aspect qui est aussi de sécurité avec une exclusivité dans le transport qui, bien évidemment, vous amène à être plutôt
rassurer. Hein, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre lorsqu'on va débarquer à Charles de Gaulle aujourd'hui. Est-ce qu'on va faire la queue? Est-ce qu'on va être serré? Exact. Cette incertitude est telle qu'il n'y a pas deux aéroports qui sont avec les mêmes procédures. Donc, c'est vrai que si on a les capacités et si on a l'envie, le voyage d'affaires reprend. Aujourd'hui, par exemple, on a eu 5 demandes ce matin d'avions privés, alors qu'on n'en avait pas il y a encore 15 jours. Ça ne veut pas dire qu'on croule sous les demandes, hein, mais c'est vrai que ce transport-là va avoir tendance à rebondir. Et puis, les prix ne sont pas trop chers en ce moment parce que tout le monde a besoin de voler. Donc, c'est sûr que si la demande reprend, les prix vont remonter. Mais pour l'instant, on parle bien de l'aviation d'affaires. Pour l'instant, les prix ne sont pas chers. Il y a vraiment des opportunités et on reçoit des propositions. Venez chez nous, c'est pas cher. Et on a aussi sur les gros porteurs un marché qui est plutôt compétitif dans la mesure où il y a beaucoup de transporteurs qu'on appelle les legacy carriers qui jusqu'à présent ne faisaient pas beaucoup de vols charter parce que ce n'est pas leur business model, mais qui se retrouvent avec des flottes entières au sol avec des pilotes qu'il faut payer. Et du coup, on va faire on va consacrer 2 ou 3 avions pour faire des affrètements, à la fois des affrètements cargo, donc on enlève les sièges. Donc là, vous avez un business model qui a été radicalisé en 2 mois. Vous avez des transporteurs qui n'ont plus d'avions avec des sièges, ils ont enlevé les sièges et ils transportent des masques pour la Chine. Vous avez un deuxième type de transporteurs, ceux qui ne faisaient pas de vol affrété parce que ce n'était pas leur business model, parce qu'ils n'avaient pas de dispo. Du jour au lendemain, ils mettent à la disposition de ceux qui le veulent bien des avions. Et il y a un trafic qui est en train de se tarir aujourd'hui, mais c'est un trafic énorme de rapatriement. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont bloqués partout dans le monde, et il n'y a pas que les Français, hein, nous on travaille dans le monde entier, il faut les ramener. Donc, il faut bien qu'on trouve des avions. Donc, au début, c'était les transporteurs charter traditionnels, ceux qu'on a l'habitude d'affréter. Puis aujourd'hui, vous avez tout le monde qui s'y est mis. Au point que vous avez aujourd'hui Egyptair qui va aller chercher des gens en République dominicaine pour les ramener. Et des compagnies comme Turkish qui avaient complètement arrêté, qui se remettent à faire ce deal-là. Mais un peu comme vous avez présenté, c'est indicible en pourcentage sur le volume d'affaires. C'est pas parce que vous avez libéré 3 avions sur une flotte de 400 que ça va changer la face du monde et surtout pas celle de la compagnie aérienne. Ok. Complètement. Michel, je crois que Michel a une question à poser. Oui. Et Olivier est revenu. Donc après Olivier, il avait une question aussi pour Julien. C'est moi. Moi, j'ai une question pour Julien et Gilles. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu un développement surtout dans le maïs vers la recherche de nouvelles destinations. Et on sait que les destinations sont très, je dirais, reliées à l'aérien. S'il y a une ligne aérienne, une destination se développe. Est-ce qu'on va assister à une diminution de certains vols sur certaines destinations? C'est la première partie de ma question. Et la deuxième partie, est-ce qu'aujourd'hui, les pays, les villes, les destinations commencent déjà à s'impliquer pour sponsoriser, entre guillemets, l'aérien, parce que sans aérien, il n'y a pas de tourisme local. C'est moi qui réponds. Gilles ou... Allez-y, Gilles. Bien. Allez-y, Gilles. Alors, on parle plutôt des vols réguliers. Hein. La question, Michel, que tu poses, c'est plutôt pour les vols réguliers. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour les vols réguliers, les compagnies aériennes, elles se là où il y a de la demande. Il ne faut pas penser que le maïs est aussi important que ça. En fait, c'est les tour opérateurs, c'est ceux qui font de la production sur la destination qui remplissent les avions leisure. Si on parle de Cancun, si on parle de Cana, c'est eux qui vont à l'avion et qui vont aux transporteurs de leur dessert. Donc, si ces tour opérateurs sont en mesure d'avoir des capacités hôtelières, donc il faut qu'il y ait des chambres, que le pays soit ouvert, il ne faut pas qu'il y ait de quarantaine. Et puis un environnement sanitaire. L'Amérique du Sud, en ce moment, c'est pas réellement là où les gens rêvent d'aller. Donc, ces paramètres-là sont des paramètres extérieurs aux transporteurs et extérieurs à ceux qui font la production.
Alors moi, je ne peux pas encore parler des destinations tendances pour le maïs pour cette année, parce que les verront là où pourront aller. Hein. Et sur le Moyen-Orient, Marrakech ou la Tunisie, peut-être vont trouver peut-être un regain d'attention, parce qu'ils ont été moins touchés proportionnellement que d'autres pays, comme l'Espagne ou l'Italie. Mais sincèrement, c'est beaucoup trop tôt, et surtout, c'est des chiffres qui sont pas de nature à changer le transport aérien, selon mon analyse. Olivier, merci Gilles. Olivier, je pense que tu avais une question à poser à Julien. Alors, j'avais une question à poser à Julien. Alors, Julien, pardonnez-moi, hein, mais j'ai été déconnecté pendant 2-3 minutes, donc je ne sais pas si vous avez abordé déjà ces sujets. Voilà, je voulais qu'on survole, sans faire de jeu de mots, le paysage aérien. Aujourd'hui, on assiste à une espèce de mise sous perfusion des compagnies nationales, un peu comme au grand temps des nationalisations. Donc, elles devraient, j'espère, pouvoir passer ce cap. Mais quid des compagnies outsiders? Là, aujourd'hui, il y a eu une info sur EasyJet, me semble-t-il, qui annonçait un plan de licenciement à peu près d'un tiers de ses effectifs. Donc, ça, c'est énorme. Alors, quid des destinations, pardonnez-moi, des compagnies, qu'elles soient françaises ou internationales, mais outsiders? Est-ce qu'elles vont, soit toutes seules, soit en se regroupant, pouvoir passer cette crise? Et est-ce que tout ça va avoir un impact également sur le marché du maïs et du tourisme d'affaires? Déjà, ce que je peux dire, c'est que en fait, les facteurs clés de succès qui permettront aux compagnies de passer cette crise, c'est avant tout d'avoir des liquidités nécessaires pour faire face à la crise. Donc effectivement, on parlait des compagnies qui ont été aidées par les États, donc les compagnies nationales qui vont, je pense, mieux s'en sortir que les autres. Après, c'est vrai que pour les compagnies qui n'ont pas bénéficié de ces aides, même s'il n'y a pas des prêts directs de l'État, les compagnies bénéficient des aides de l'État. Je prends le cas français, mais sur tout ce qui est chômage partiel, il y a des aides. L'État français aussi a pris des mesures pour le lever de certaines taxes, donc ça allège un petit peu les finances. Mais je pense qu'on va observer, c'est effectivement les compagnies qui sont un petit peu outsiders risquent d'être dans les mois à venir à court de liquidité. Et ce qu'on peut observer, je pense, dans les mois à venir, c'est effectivement, comme vous le mentionnez, peut-être une consolidation des acteurs du secteur. On va peut-être assister à ça. Ça a notamment été le cas aux États-Unis après la crise de 2008, où le marché était mature et on a assisté à une consolidation. Je pense que sur le marché français, qui est un marché mature aussi, mais qui est encore assez éclaté, je pense qu'effectivement, on peut assister à une consolidation. Donc, c'est-à-dire que des acteurs qui auront les liquidités suffisantes pourront être intéressés concrètement par le rachat de compagnies à des prix sûrement intéressants, pour former des groupes intéressants et avoir des états critiques qui permettent aux compagnies d'être plus résistantes pour l'avenir. On peut par exemple citer XL Airways, il y a quelques mois, qui a fait du pied à Air France pour essayer de créer un regroupement pour la sauver. Je pense qu'on peut assister dans les prochains mois à des mouvements de ce type-là. D'accord. Merci Julien. Si on parlait sur le côté sanitaire, sans être anxiogène, comment rassurer les passagers dans les avions et les aéroports? C'est une question que je pose aussi à toute la table virtuelle. Qu'en pensez-vous? Parce que sur le plan sanitaire, je pense qu'il y a des choses qui se passent aussi, et peut-être que Julien a quelque chose à dire. Moi, j'avais déjà un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure. Je ne pense pas que ça soit le gros problème, très honnêtement, de la partie, du problème de l'aérien, parce que, comme je l'ai dit, dans les avions, il n'y a pas vraiment de risque. Ensuite, dans les aéroports, c'est relativement facile, à mon avis, de fluidifier. Et puis, il y a aussi une chose à voir, c'est que si le virus diminue sa circulation, il va y avoir de moins en moins de risques. Donc, très sincèrement, je pense que l'enjeu, à mon avis, il n'est pas sanitaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Actuellement, il l'est dans les semaines à venir, mais très rapidement, je pense que ce ne sera pas le vrai problème. Okay. Alors, si je peux compléter du coup sur ce point-là, moi je pense que l'aspect sanitaire va être très très important en fait pour redonner confiance aux voyageurs de reprendre l'avion.
Et du coup, les aéroports et les compagnies mettent d'ores et déjà des mesures en place pour rassurer les clients. Donc, si je donne quelques exemples, dans les aéroports, ça va être effectivement la mise en place de gestes barrières, le port du masque obligatoire, par exemple. Ça va être le respect des distanciations sociales, comme on peut observer dans d'autres lieux publics, la mise à disposition de gel. Après, le parcours passager en lui-même va être repensé pour permettre de rassurer les passagers. Donc, par exemple, on va inciter les passagers à utiliser de plus en plus les services en ligne afin d'éviter les formalités en aéroport et les contacts avec les personnels. On va également voir un essor aussi des dépôts de bagages. Les voyageurs vont être incités à les utiliser en libre service, beaucoup plus. Et on va aussi avoir tout ce qui va être contrôle de la température. Donc, c'est déjà en test à Roissy-Charles de Gaulle notamment, via des caméras thermiques. Et on va avoir aussi des nouvelles procédures de sécurité afin de limiter en fait les palpations au corps donc des agents avec les passagers pour éviter la propagation du virus. Ouais. Et après, à bord, effectivement, si on déroule le parcours passager, effectivement, à bord, on va avoir le port du masque qui va être obligatoire. Donc, les compagnies fournissent des masques aux voyageurs qui n'en auraient pas. Et on va avoir aussi de la restriction de certains services à bord, notamment tout ce qui est service à la place, repas. Donc, on va limiter les déplacements également à bord des avions. Voilà, tout ça dans un souci de limiter les croisements des voyageurs et de limiter la propagation du virus. Je pense qu'il y a un problème qui va être important. Il y a Olivier qui voudrait dire quelque chose. La diminution de la capacité dans les avions va être maintenue, et si oui, pour combien de temps? Du style un siège sur deux, etc. Est-ce que je peux répondre? Bien sûr, Gilles. Ça peut être un outil marketing. On parle des réserves que les compagnies mettent en place ou des procédures, comme Julien l'a dit. Mais c'est aussi un outil marketing. Aujourd'hui, le trafic reprend, mais ça reprend quand même timidement. Si vous prenez l'exemple de deux low cost, vous avez d'un côté Ryanair et vous avez de l'autre côté EasyJet, qui sont quand même des gros acteurs. Tous ces gens-là reprennent progressivement leur vol. EasyJet a dit on va laisser un siège au milieu vacant. Ryanair a dit mais c'est pas possible, on pourra jamais s'en sortir. Les compagnies classiques ont dit non, c'est pas possible parce que ça va faire baisser notre seuil de rentabilité. Déjà que les billets d'avion vont être pas chers, si en plus on peut pas remplir la cabine. Mais dans la réalité, il y a un manque de demande évident. C'est-à-dire que les gens vont pas se précipiter dans les avions simplement parce que on peut voyager. Donc ça va être progressif. Donc je pense que pour répondre à vos questions, cette mesure qui est une mesure de distanciation au sein même des appareils va être éminemment surveillée parce qu'il y aura un intérêt à remplir au maximum du minimum les avions. C'est-à-dire que si déjà, en considérant qu'il n'y a que 50% des sièges qui sont offerts, je fais ça à la va-vite, on remplit les 50%, ce sera déjà bien parce que pour l'instant, ça tourne plutôt autour de 15-20%. Donc, pour atteindre ces 50%, on va dire chez moi, vous êtes tranquille, vous n'aurez pas votre siège occupé, votre voisin ne sera pas là. Et à titre de passager, c'est quand même un sacré argument. Je préfère n'avoir personne pour descendre à Nice que d'avoir une cabine pleine, même si je ne suis pas un féru de la protection sanitaire. Donc, c'est un avantage, mais ça butera sur la réalité et la rentabilité économique. Et il faudra bien que d'une façon ou d'une autre, on puisse faire des vols qui ne perdent pas d'argent. Donc, je ne mise pas beaucoup sur la pérennité de décisions qui pourraient être perçues comme étant extrêmement pertinentes au niveau sanitaire, mais qui seraient simplement que pour attirer le chaland. Parce que très rapidement, on ne va pas pouvoir faire le beurre avec des billets d'avion à 50 € sur un siège sur deux sur EasyJet, ça c'est évident. Donc, la nature même de chaque département marketing est d'attirer le client chez lui. Et c'est vrai que O'Leary qui dit non, moi, faut que je remplisse mon avion. Je pense qu'il a parlé un peu trop vite parce que effectivement, déjà voyager sur Ryanair, c'est quand même pas une partie de plaisir. Mais si en plus on peut avoir un siège de libre à côté pour le même prix, on va aller à côté. Et bien évidemment, ça va pas durer. D'autant plus qu'après, comme on l'a remarqué en début d'émission, on met en évidence, parce qu'en 3 minutes, l'air est renouvelé à bord des avions, tout le côté qui est purement médical et qui consiste à dire, une fois que vous êtes monté dans l'avion, vous êtes tranquille. Alors après, on pourra dire, on ne peut pas servir à bord des avions, comme ça nous fait un peu de frais en moins.
bien évidemment que tout ça, ça va revenir parce que la nature ayant horreur du vide, il va falloir combler les sièges qui sont occupables, à défaut d'être occupés. Et puis en fin de, je pense qu'en fin de pandémie ou en fin de période, eh ben, tout ça, ça va revenir dans le rang parce que déjà que les compagnies aériennes ont du mal à faire du fric, mais alors en plus si on leur condamne un vol sur deux, c'est pas la peine, quoi. Surtout que les billets d'avion, ils vont pas augmenter comme ça tout de suite. Il faut remplir les avions, donc le prix du billet d'avion. Si vous voulez aller à Hong Kong, j'ai regardé en business class, c'est maintenant qu'il faut y aller. Le problème, c'est que personne ne veut aller à Hong Kong en business class sur Cathay Pacifique. Les billets d'avion sont... Alors, ouais. Si je peux compléter peut-être juste sur ce point-là. Bien sûr. Moi, je rejoins sur l'aspect marketing. Effectivement, une compagnie qui dit qu'elle ne va pas remplir son avion au-delà de 60%, comme ça a été annoncé, 62% comme c'était annoncé. Je pense que ça peut être un avantage et que les clients voudront voyager sur ce type d'avion plutôt que d'être serrés. Mais après, je pense qu'il y a vraiment la réalité économique. Aujourd'hui, on sait que le seuil de rentabilité d'un avion est d'environ 75%. Donc, ça va de faire voler un avion à 40% vide. Pour moi, ça ne peut pas marcher sur la durée. Après, on parlait des prix aussi. Et c'est vrai que les bonnes affaires sont à faire en ce moment. On voit que les compagnies aériennes veulent attirer les clients, les faire revenir à bord de leurs avions. Du coup, elles pratiquent des prix qui sont globalement bas en ce moment. Mais je pense que ça va effectivement remonter dans un second temps, notamment en Europe, avec une guerre des prix qu'on peut s'attendre à voir, notamment initiée par les compagnies low cost. Alors justement, on parlait justement de l'ouverture des vols, mais alors je vois des compagnies par exemple comme Transavia qui a proposé en fait des vols vers le Maroc dès le 26 juin. Mais le Maroc n'a pas encore ouvert ses frontières. Comment est-ce possible qu'ils puissent proposer des vols comme ça? Alors déjà, je pense qu'on va attendre les annonces de notre Premier ministre en fin de journée. D'accord, ouais. Et je pense que effectivement, je ne vais pas m'avancer, mais les destinations européennes, je pense qu'ils vont ouvrir courant juin. On voit certains pays qui ont déjà fait des annonces, comme l'Italie et la Grèce, à voir pour le Maghreb. Mais ce qui est sûr en termes de réservation, c'est vrai que les compagnies ont anticipé et on voit déjà des ouvertures de réservation pour déjà l'année prochaine, l'été prochain. D'accord. Dans l'objectif de ramener de la liquidité aussi. Un des points, je pense, qui est très important et qui limite aujourd'hui quand même beaucoup le trafic, c'est quand même les politiques de santé de chacun des pays. Parce qu'aujourd'hui, même en France, si vous êtes pris dans un cluster, entre guillemets, c'est-à-dire que si vous avez été en contact avec quelqu'un, ça reste quand même très contraignant, hein, puisqu'on va vous mettre en isolement pendant 15 jours. Et il y a beaucoup de pays qui ont quand même des politiques très contraignantes. Donc il y a quand même aujourd'hui le risque de se retrouver à l'étranger, de se retrouver bloqué dans des conditions pas forcément sympas. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le frein quand même majeur à ce que les gens se déplacent et aient envie de se déplacer. Quand est-ce que ça va se libérer? Ben, ça va dépendre de chaque pays. Mais ce que je disais au tout début, moi je suis relativement optimiste, hein. Je pense qu'à la fin de l'année, s'il n'y a pas de résurgence de cas, ça devrait vraiment repasser à la normale. Et la question peut-être, c'est si demain les pays s'ouvrent, la demande réaugmente, est-ce qu'on peut espérer une reprise rapide? Et sur quelle base aujourd'hui se font les projections des compagnies, justement? Moi, je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, la reprise de l'activité va être conditionnée par les annonces des différents États. La première condition, effectivement, ça va être la levée des différents lockdowns dans les différents pays. Mais ça va être aussi, comme on le mentionnait un petit peu en substance, que les contraintes de voyage soient jugées acceptables par les voyageurs. Je pense au Royaume-Uni qui a annoncé que tout ressortissant qui venait sur le sol devait passer 14 jours en quarantaine. Du coup, ça me semble difficilement acceptable pour un voyageur. Oui. Donc, je pense que voilà, c'est aussi les États et les mesures qu'ils vont mettre en face qui vont permettre aux voyageurs de reprendre les compagnies. Alors, il y a une question au niveau du chat de la part de Quentin qui nous pose la question suivante, qui nous dit: comment les compagnies préparent-elles les vols sur le bassin méditerranéen, notamment pour les vacances de cet été? Est-ce que quelqu'un a une réponse?
Alors sur le bassin méditerranéen, on parlait tout à l'heure je parlais du cas italien là, qui annonçait la réouverture de ses frontières début juin. Donc je pense qu'on va avoir des destinations qui vont réouvrir. Sur tout ce qui est Maghreb, on n'a pas eu d'annonce, sauf erreur de ma part, mais je pense que ça va aussi réouvrir. Et tout ce qui est un bassin majeur aussi, qui est tout ce qui est les îles grecques, la Grèce. On a vu le gouvernement grec souhaite effectivement attirer les touristes cet été. Donc, je pense que, en tout cas, l'État va favoriser la venue des touristes vers ces destinations cet été. Ouais. Et est-ce que justement pour favoriser justement les destinations, j'ai cru entendre en tout cas surtout ce matin qu'il y avait au niveau sanitaire en préparation certaines choses, notamment peut-être des passeports sanitaires ou des choses de ce type. Oui, alors effectivement ce matin on a eu des annonces là, de la société CITA qui travaille avec le gouvernement et les acteurs de l'industrie aérienne pour mettre en place des passeports sanitaires qu'on a déjà évoqués là, les semaines passées, mais qui permettront de savoir si le voyageur a été porteur du Covid. Et en parallèle de ce passeport sanitaire, effectivement, la CITA travaille aussi sur le développement dans ses activités, bien sûr, de la dématérialisation et la création d'un parcours voyageur de bout en bout. Donc, on parlait de la dématérialisation des titres de transport pour limiter les contrôles en aéroport. Moi, je pense qu'on va assister à une accélération de la digitalisation des documents de voyage et une meilleure coordination entre les différents acteurs du voyage, que ce soit compagnie aérienne ou aéroport. Moi, je crois moyennement à ce passeport dans la mesure où aujourd'hui, médicalement, on est incapable de savoir si quelqu'un est contagieux ou pas. C'est médicalement pas possible. Donc, je pense qu'à ce stade, c'est très limité. Peut-être que demain, il y aura des nouveautés, peut-être des croisements entre les données scientifiques, entre peut-être des big data qui permettront de faire de la prédiction. Il y a des choses qui sont assez intéressantes qui sont en train de sortir en ce moment. Donc, peut-être de ce côté-là, il y aura du nouveau, mais aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est test a un intérêt vraiment. Je ne vais pas dire que c'est du gadget, mais ça donne pas une sécurité réelle. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Très bien. Oui. Alexis, si tu me permets. Oui. J'avais une question pour mais qui concerne nos trois invités. Là, on parlait de la reprise des vols moyens courriers. Si on extrapole et si on fait de la prospective sur le long courrier, partant du principe qu'il y a des destinations qui sont totalement encore dans la pandémie, je pense au continent bien évidemment américain, l'Asie est en train de déconfiner, l'Afrique c'est un peu compliqué, certains pays en tout cas. Est-ce que vous avez, par les compagnies aériennes, est-ce que vous avez des idées de dates pour les reprises de vol? Je crois que ça commence à arriver. Par exemple, Valérie, ça vous concerne complètement. Est-ce que vous êtes en discussion d'ores et déjà avec les compagnies aériennes pour savoir ce qu'elles prévoient? Non. Tout d'abord, bonjour Valérie. Bienvenue. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, Valérie Billet, vous êtes la directrice de l'agence Vibe Agency, qui est une agence DMC aux États-Unis, et vous êtes présent sur l'ensemble des États-Unis. Donc, je me permettais de vous présenter d'abord. Merci. La situation aux États-Unis est que pour l'instant, au niveau des vols internationaux, on n'a pas vraiment de date. On attend de savoir ce qui effectivement se passe de votre côté ce soir avec l'annonce du président. Et on regarde également ce qui se passe ici. Au niveau des vols internationaux, aux États-Unis, pour l'instant, ils ont coupé pratiquement, donc 60% des vols internationaux ont été coupés. Donc, du coup, effectivement, pour que les gens viennent nous retrouver ici, c'est un peu plus compliqué. Ce qui se passe ici, en revanche, et ce que je vois, c'est que les vols aussi ont été coupés, mais les vols sont pleins. J'ai une personne de mon équipe qui a dû faire un Miami-Dallas la semaine dernière. Les vols étaient pleins. Si les vols ne sont pas vendus, effectivement, ils laissent un siège au milieu de libre. Mais sinon, si la demande est là, ils continuent de vendre. Okay. Donc, effectivement, ce qui se passe aux États-Unis,
Les vols sont pleins. Le Miami-New York en ce moment est plein. On n'avait pas de vol. Jusqu'à dimanche, il n'y a aucun vol de libre pour le Miami-New York parce qu'effectivement, comme il y a une réduction des vols, il y a quand même une demande. Et effectivement, donc tout le monde doit porter un masque. Ça, c'est impératif. Ils essayent au niveau du check-in de limiter tout ça, mais il y a quand même du mouvement. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a des villes qui sont très touchées et on les mesure, leur impact et quelle est la reprise. Donc, les villes comme Miami, Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, New York, Phoenix, par exemple, on mesure en fonction. Donc là, on a eu le week-end de Memorial Day Weekend qui vient de se terminer aux États-Unis. Miami a été à moins 80% sur tous ses vols. Oula. Chicago, moins 90%. Dallas, moins 86% par rapport au booking. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les gens sont dans une attente. Aujourd'hui, ils bookent à moins de 15 jours de fenêtre. Et on attend de savoir, et c'est ce qu'on attend aussi au niveau du MICE, si les compagnies aériennes vont dire qu'on pourrait annuler nos vols à moins de 48 heures sans frais. Et tout le monde est dans cette attente aujourd'hui aux États-Unis. D'accord. Et vous, en tant qu'agence DMC, comment vous gérez cette période? Nous, on a dû déjà se réinventer. Aujourd'hui, effectivement, au niveau du Destination Management, notre cible, qui avant était beaucoup le marché européen, la France, comme je suis française, l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne, on est à 0. Ouais. Tous les projets ont été annulés ou postponed en 2021. Et on voit une reprise en 2021 pour le deuxième quarter de l'année. OK. En revanche, sur les États-Unis, effectivement, on essaie de voir avec nos clients américains pour toute la reprise de l'annonce des plans stratégiques. Les sociétés vont devoir quand même bouger ou les comités exécutifs vont devoir se retrouver, petits groupes de 20-30. Et on travaille aujourd'hui sur des destinations top tier 2, tier 3 pour éventuellement qui voyagent dans ces destinations-là, qui sont des destinations moins à risque. Ce qui fait que nous, on réactive tout notre réseau de vendeurs localement aux États-Unis pour voir ceux qui vont passer la crise. Comme vous avez dû entendre parler, vous connaissez les États-Unis, on n'a pas autant d'aide que la France a peut-être eu au niveau du tourisme. On en a, mais tout le monde ne va pas passer cette crise. Aujourd'hui, les sociétés américaines sont entre la phase de survival et la phase de recovery. Mais la recovery, tout le monde l'envisageait à 6 mois. De se projeter à 12 mois ou 18 mois, ça va être très dur pour beaucoup d'entreprises aux États-Unis. Bien sûr. Merci Valérie. Olivier, je pense que tu as peut-être une question. Non, mais c'était à Valérie, oui, non, c'était toujours cette question pour la reprise. Donc j'ai entendu, on est plutôt sur du 2021, bien évidemment. Mais est-ce que avec cette crise aérienne, enfin sur l'aérien, est-ce que les tarifs de l'aérien vont terriblement vont impacter vos packages et si oui, dans quelle mesure? Ou est-ce qu'il est encore trop tôt pour en parler? Honnêtement, il est encore trop tôt pour en parler parce que les prix des vols aériens, c'est comme le prix du pétrole, tout va en fonction de l'offre et de la demande. Donc, c'est trop tôt. D'accord. Merci Valérie pour ce témoignage. Merci Julien, merci Gilles. Michel, merci aussi pour ces informations tout au long de l'émission. Nous avons été ravis de vous avoir parmi nous. Pour conclure, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Ou est-ce que vous avez un mot de la fin, chacun à faire? Je vais peut-être commencer par optimisme, peut-être. Sur une note d'optimisme. On parlait de la reprise, du coup, je vais donner quelques chiffres peut-être pour la reprise. Ouais. On pense que du coup la reprise se fera, on va dire, à un niveau, enfin le niveau de trafic d'avant 2019,
on pense l'atteindre, d'après les estimations des compagnies, d'ici 2 à 3 ans, donc entre 2022 et 2023. Ouais. Et pour un retour à la croissance d'avant-crise, donc c'est-à-dire à peu près 2-3% par an, on est plutôt aux alentours de 2025, voire 2030, jusqu'à 10 ans sur certaines estimations. Donc ça va être une reprise, une fois de plus, progressive, mais on reste confiant avec les réouvertures progressives du marché européen et international, qui dépendra bien sûr de l'évolution de la situation sanitaire. D'accord, merci. Gilles? On n'est pas au bout de la crise, mais déjà, il s'est passé en 2 mois tellement de choses. Ouais. Je voudrais simplement dire ce qui, moi, me frappe. En 2 mois de temps, un avion comme l'A380 est sorti de nos tablettes. Alors, pas chez Emirates, qui dit qu'ils vont les faire continuer à voler, mais c'est un avion qui aura eu une durée de vie de à peine 10 ans et qui était un outil formidable pour ceux qui font des groupes. Hein. Donc, on s'adresse à des gens qui font du MICE. Vous étiez sûr des avions pour pouvoir aller à Miami avec l'A380 d'Air France. Bon, du jour au lendemain, il n'y aura plus. Donc, ça c'est un truc qui m'a profondément frappé. Et je me pose la question de savoir, pour des compagnies qui, comme celle de Golf, avaient des avions très, très gros porteurs partout dans le monde, quelle que soit la destination, un 777 ou un A380, du jour au lendemain, ils vont avoir des difficultés. Et je pense que là où il y aura Emirates, je pense que les prix vont pas baisser. Ils auront besoin d'une façon ou d'une autre de remplir leurs avions. Donc, ça, c'est le point positif. Mais il y a trop d'offres pour la même région. Qatar Airways, Etihad et puis Emirates, ça fait beaucoup dans le coin, des A380, des gros porteurs, n'importe quel bled. Donc, il va y avoir ces reconfigurations, ces rapprochements possibles. Il faudra les observer. Donc, on s'est bien évidemment intéressé à l'Europe, bien évidemment aux États-Unis, mais le Moyen-Orient, ça, ce sera une source je pense, de bouleversement, puisque c'était des concurrents très sérieux pour les compagnies européennes. Et puis, en France, on parle de l'abandon des vols domestiques. Ça, c'est incroyable aussi. On vous donne de l'argent, mais vous oubliez de voler à Bordeaux. Je pense que le directeur de l'aéroport de Bordeaux, qui avait une navette pour aller à Paris, qui s'est déjà battu pour la maintenir, voit d'un œil tout à fait, comment on dirait, noir, ces annonces-là, qui sont des annonces quasiment sans recours. Ça fait que 2 mois. Donc, si on refait une conférence dans 2 mois, on rajoutera aussi des bouleversements auxquels on ne s'attendait pas sur ce transport aérien. Merci. Valérie, un mot de la fin? Valérie. Écoutez, moi, je veux juste, pour finir sur une note positive, vous dire qu'on va la passer, cette crise. On en a vécu d'autres. C'est vrai qu'elle est… c'est pire qu'un ouragan. Voilà. Ouais. Moi, je rentre en période d'ouragan à Miami et cette crise, c'est pire qu'un ouragan, mais il faut qu'on reste positif. L'industrie du tourisme, elle est forte et il faut qu'on en sorte fort tous ensemble. Et nous, on sera prêts à vous accueillir aux États-Unis. Donc, quand Gilles, tout le monde affrétera vos avions, venez aux États-Unis, on sera là, on sera prêts. On aura une belle offre et on aura des nouvelles destinations, des nouvelles villes qui vont émerger, bien évidemment. Et si vous voulez nous suivre aussi, on donne des informations. Il y a un site qui s'appelle, je ne sais pas, Gilles, si vous le connaissez, qui s'appelle Adara Insight Series. Je pourrais vous le faire passer. Et là, par pays, par continent, on a des bonnes analyses qui sont faites au jour le jour. Et là, aux États-Unis, c'est vrai on commence à voir une reprise. Donc, c'est le leisure en premier. On aura après le business travel et on aura le MICE. Et on sera là et on sera prêt. Super. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Valérie. Au plaisir de vous rencontrer aux États-Unis, du coup. Très bien. En tout cas, merci à tous pour vos témoignages et l'émission arrive à sa fin. Je vous propose donc de vous retrouver la semaine prochaine, jeudi prochain, même heure, même endroit, à 15h. Et je vais laisser Olivier juste vous donner la thématique de la semaine prochaine. Merci encore à nos invités, Julien Joly, Gilles Ménard et Valérie Billet. Et je vous dis à très bientôt. Merci Alexis. Merci à tous.
Donc, merci encore une fois à nos 3 invités. C'était passionnant, avec une touche d'optimisme sur la fin, donc ça c'est bien. On se retrouve la semaine prochaine autour d'une thématique, cette fois-ci hôtellerie-restauration, puisqu'il va y avoir des annonces faites aujourd'hui. Donc on aura eu le temps d'analyser tout cela et de voir les conséquences de toutes ces annonces et comment ce marché se met en ordre de reconquête sur le MICE et le tourisme d'affaires. Donc, jeudi prochain, 15h, hôtellerie-restauration en France. Merci infiniment. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.